Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le Tchad avec notre dossier du jour qui sera consacré au rôle de la société civile. Au programme également de cette émission, le procès de 3 leaders syndicaux anglophones qui devait débuter ce lundi, reporté au 23 mars au Cameroun, et la crise au Soudan du Sud jugée alarmante par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Mahamat Zang, vous êtes enseignant-chercheur. Bienvenue. Merci. Stéphane Adjourbel, vous êtes doctorant en sciences politiques, bienvenue. Merci. Et avec nous également notre éditorialiste Daouda Tal, bienvenue Daouda. Merci Vanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Cameroun, le procès des 3 leaders syndicaux anglophones a été reporté au 23 mars prochain. Ils sont entre autres accusés d'hostilité à la patrie et d'incitation à la guerre civile. Des accusations justifiées par leur implication supposée au mouvement de protestation et de revendication des populations du sud-ouest et du sud-est du pays. Et de l'admirable Abissou. Le procès des 3 leaders syndicaux anglophones confrontés à la peine de mort ouvert lundi 13 février au Cameroun a été reporté au 23 mars 2017. Félix Akbok Bala, Fontem Aforteka Neba et Mancho Bibixi ont plaidé non coupables devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont confrontés à de multiples accusations dont la complicité dans l'hostilité contre la patrie, la sécession et la guerre civile, la campagne pour le fédéralisme. Des accusations qui font suite à leur implication dans les protestations qui ont récemment eu lieu au sud-ouest et au sud-est du pays. L'accusation a pratiquement dit au tribunal qu'elle n'était pas prête, de sorte que le tribunal n'avait pas d'autre choix que d'ajourner le procès. Nous ne pouvons pas commenter l'affaire à ce stade. Depuis octobre 2016, les habitants des 2 régions anglophones de l'ouest du Cameroun se sont joints aux protestations contre ce qu'ils disent être la marginalisation par la majorité francophone depuis 35 ans. Des soulèvements populaires qui ont fait des victimes et de centaines d'arrestations. Des arrestations qui ont suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits humains. C'est une affaire qui est triste. Quand on arrête des avocats, quand on arrête des activistes, des défenseurs des droits de l'homme, qui n'ont eu d'autre tort que de représenter une partie de l'opinion, et en plus dans un cadre de concertation que l'État a fixé, puisqu'on les a arrêtés alors qu'ils étaient en train de négocier avec l'État. Cela veut dire que la situation qui est la leur est très très compliquée. On leur reproche des infractions politiques dans un contexte de veille d'élections présidentielles à risque. Et on leur reproche des choses que par ailleurs, dans les discours officiels, on reconnaît comme étant constitutifs de revendications légitimes et fondées. Des habitants de Bamenda, un bastion de l'opposition, disent avoir été victimes d'une répression depuis le début des manifestations. Les résidents ont exprimé leur mécontentement au gouvernement en fermant des écoles et des entreprises depuis le début de la crise. Le comité de dialogue mis en place a permis de mettre en lumière certaines revendications et une reprise timide des cours est à noter. La prochaine audience des 3 leaders syndicaux anglophones est prévue pour le 23 mars. D'ici là, les discussions se poursuivent avec le gouvernement pour répondre aux préoccupations de cette partie du pays et mettre fin à ce malaise sociopolitique au Cameroun. Daouda, les charges qui pèsent contre ces 3 prévenus, elles sont très lourdes. Terrorisme, incitation à la violence, à la sécession, à la guerre civile. Qu'est-ce que cela implique ? Si ces charges sont retenues, je crois que ça implique quelque chose de grave, de lourd en termes de peine. Là, on évoque la peine de mort. Moi, personnellement, je suis contre, de toute façon, la peine de mort. Et je crois qu'il y a d'autres manières de procéder. Je pense qu'il faut privilégier le dialogue à ce stade-là, parce que, bon, vous savez, un journaliste, un enseignant et un avocat, on a là quasiment une certaine représentativité de ce qu'on peut appeler la société civile, donc une certaine société civile issue de cette région camerounaise anglophone. Mais je crois que
En même temps, il faut dire aussi que je comprends la fermeté quelque part du gouvernement camerounais, parce que revendiquer des revendications, la sécession, en fait, vis-à-vis du reste du Cameroun, je pense que ça me paraît pas légitime. Les frontières... Mais par rapport aux actes, parce que c'était des manifestations, des marches de protestation, est-ce que les actes et là les charges qui pèsent contre ces trois prévenus, ça vous semble équilibré ? Non, je crois que, bon, à moins que... D'ailleurs, on peut pas à ce stade-là véritablement commenter et connaître le fond du dossier, puisque les débats sur le fond n'ont pas encore lieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense que la liberté provisoire n'a pas pu être demandée auprès du tribunal, puisqu'il n'y a pas encore de discussion sur le fond. Donc c'est à l'accusation de venir démontrer pourquoi elle accuse ces personnes-là, et peut-être qu'à partir de ce moment-là, on en saura un petit peu plus. Quel est le lien qui est fait entre tout ce qui est reproché à ces personnes-là? Est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié? Je pense que ça, il faut d'abord connaître les éléments de l'accusation pour pouvoir en juger. Maintenant, s'il s'agit juste de manifestations comme on l'a vu, à moins que l'accusation détienne des informations que l'on n'a pas, mais pour l'instant, les manifestations, etc., je pense que les charges qui pèsent sont relativement lourdes et me semblent pas très cohérentes vis-à-vis de, par exemple, la sanction qui peuvent encourir la peine de mort. Je pense que c'est quand même démesuré. Mais je terminerai juste pour dire qu'il faut quand même... moi, je pense que c'est pas légitime de vouloir faire sécession. On peut négocier une certaine relocalisation des ressources ou délocalisation des ressources. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt discuter de ça sur le terrain politique plutôt que judiciaire, alors? Je pense qu'il faut dialoguer. De toute façon, le terrain judiciaire ne sera pas la solution. La solution, c'est le dialogue. Il faut que ces représentants des populations anglophones dialoguent avec l'État. Il me semble qu'une solution peut quand même être trouvée, parce que les choses ne sont pas si envenimées, si graves au point qu'on en arrive à une situation à un point de non-retour. Je ne le crois pas. Donc la solution reste encore possible. Il faut privilégier la voie du dialogue, je pense. Mahamat Zang, ces trois prévenus, ces trois leaders syndicaux, ils encourent, ils sont passibles de la peine de mort. Qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, c'est inadmissible d'arrêter les gens pour des revendications qui sont somme toute légitimes et tout à fait fondées. Ces personnes-là, ces éminentes personnalités ont été arrêtées alors qu'elles étaient en discussion, en négociation avec le pouvoir politique. Je pense qu'il faut jouer l'apaisement et que le pouvoir camerounais aurait tout intérêt à cesser cette surenchère judiciaire pour essayer de trouver un terrain pacifique afin de continuer la négociation. Ce procès, pour vous, il n'est pas de nature à apaiser la situation? Non, je pense que c'est un procès politique qui va envenimer la situation. Les avocats, ils ont dénoncé une procédure qui, selon eux, touche à la liberté de penser, à la liberté de conscience. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, absolument. Ça, c'est une atteinte grave aux droits humains et que le gouvernement camerounais préfère la répression à la négociation, ce qui est injustifiable. Daouda, il y a un véritable malaise aujourd'hui avec ce problème anglophone au Cameroun? Oui, il y a un véritable malaise et ce problème-là le démontre. Ce procès dont on parle d'ailleurs, hein, que l'on essaie de commenter, le démontre totalement. Et puis c'est un problème qui dure depuis un moment. Bon, il y a cette barrière de la langue, il faut le reconnaître. On ne va pas revenir sur l'histoire. L'ancienne colonie allemande, ensuite reprise par les Anglais et les Français. Je pense qu'au-delà, il faut s'appuyer sur cette différence linguistique justement pour véritablement offrir des solutions et essayer de satisfaire un certain nombre de revendications. Je pense que culturellement, cette région anglophone ne me paraît pas si éloignée culturellement du reste du Cameroun. Ouais. Donc le Cameroun est un et indivisible comme d'autres pays. Les frontières sont tracées. Je pense qu'il faut rester là-dessus, mais négocier quand même pour permettre à tout le monde de trouver son compte. Merci. Dans l'actualité également, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est dit alarmé par la crise au Soudan du Sud. Plus de 1,5 million de personnes auraient ainsi été forcées à quitter le pays depuis le début de la guerre civile en 2013, notamment vers l'Ouganda. Les capacités des centres d'accueil sont jugées insuffisantes. Birama Sonera.
Des milliers de réfugiés sud-soudanais continuent d'arriver en Ouganda pour échapper aux attaques de groupes armés dans leur pays. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette situation a fait du Soudan du Sud le pays qui connaît la plus grande crise des réfugiés en Afrique et le troisième plus important au monde après la Syrie et l'Afghanistan. L'organisation onusienne indique que plus de 52 000 réfugiés ont été accueillis en Ouganda depuis janvier 2017. Je venais de cultiver et j'attendais la récolte. J'ai perdu tout à cause de la guerre. Ils tuent des gens et beaucoup sont morts. J'ai eu peur pour ma vie. L'Ouganda est largement reconnu comme ayant des politiques de réfugiés et d'asile progressistes. Cependant, avec le nombre croissant d'arrivées des personnes déplacées, la capacité des centres de transit et d'accueil constitue un véritable défi. Après avoir obtenu le statut de réfugié, les déplacés se voient octroyer des petits lopins de terre dans les villages intégrés dans les communautés locales, à l'image de Raymond Toongo qui a tout perdu quand son village a été attaqué. Regardez-moi, je porte des vêtements déchirés et sales. Nous dormons dans la brousse, c'est une situation terrible. L'Ouganda accueille déjà plus d'un tiers des 1,5 million de réfugiés sud-soudanais depuis le début du conflit dans ce pays en décembre 2013. En 2016, l'appel humanitaire pour la réponse au Soudan du Sud a reçu moins de 15% des fonds nécessaires. Selon les Nations Unies, sans autre contribution, la capacité de l'aide humanitaire s'avère critique et les services de base clés pourraient être gravement compromis. Daouda, on est en face d'une situation qui est critique, là on peut le dire, pour les réfugiés du Soudan du Sud. Oui, très critique, d'autant plus que dans un premier temps, les réfugiés, leur sécurité n'est pas forcément garantie. Parce que, vous savez, j'ai l'impression que l'Agence des Nations Unies, la HCR, qui s'occupe des réfugiés, semble quand même être dépassée par ce qui se passe au Soudan du Sud. Mais je pense que c'est de la responsabilité des dirigeants, Riek Machar et Salva Kiir, qui doivent s'asseoir à nouveau autour de la table. Et puis, bon, s'ils n'y arrivent pas à s'entendre, la communauté internationale ou même l'Union africaine doit pouvoir les contraindre d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a déjà eu des accords. Il y a déjà eu des accords, et d'ailleurs le dernier accord stipulait qu'il fallait démilitariser Juba, faire revenir Riek Machar au pouvoir, mais lui-même, quand il est en tant que Premier ministre, sa sécurité n'étant même pas garantie, il est obligé de fuir également. Donc, et puis il y a le jeu de la communauté internationale quelque part, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des résolutions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez la France, les États-Unis qui soutiennent par exemple une intervention en déploiement de force, et la Chine, en règle générale, la Russie essaye de dire que c'est pas forcément terrible, etc., de faire ça. Or, je pense qu'un déploiement de force est nécessaire, même si derrière, il faut nécessairement une solution politique, parce que la force seule ne suffira pas. On l'a vu dans d'autres pays africains. Une intervention militaire, vous dites, serait nécessaire à l'heure actuelle au Soudan du Sud? Alors, une intervention militaire, ça dépend de la forme qu'elle prendra. On a parlé aussi que l'ONU, il y a eu une proposition pour que l'ONU gouverne le pays, en quelque sorte. Et ça, ce serait la souveraineté du Sud-Soudan qui serait déléguée à l'ONU. Le pays serait mis sous tutelle. Je pense que les autorités de Juba ne sont pas d'accord là-dessus, mais il faut trouver une formule. Il ne s'agit pas de venir intervenir militairement comme ça a été fait en Libye ou ailleurs, mais je crois qu'il est nécessaire de trouver une solution politique qui s'appuie véritablement sur une force militaire, même si c'est une force de maintien de la paix, qui soit efficace. Parce que la force actuelle, elle n'est pas efficace. Une intervention militaire avec une force africaine? Par exemple, vous avez des soldats, des soldats asiatiques, pakistanais, etc., qui sont là et qui ne connaissent pas véritablement le terrain. Et d'ailleurs, l'ONU a reconnu elle-même que la mission de maintien de la paix au Sud-Soudan n'était pas efficace et ne permettait pas de garantir la sécurité des populations. La sécurité des populations n'étant pas garantie, pour revenir sur notre sujet, la conséquence directe, c'est que les gens vont aller se réfugier. Et s'ils se réfugient, il faut bien s'en occuper par l'habitat, la nourriture, tout ce que l'on veut. Et ça demande quand même des moyens. Et bon,
la communauté internationale, les Nations Unies, fonctionnent par contribution. Quand on fait une conférence pour des donateurs, c'est pas garanti que tous les pays ne s'intéressant pas au Sud-Soudan, c'est pas dit que tout le monde va contribuer de manière massive pour permettre de satisfaire les besoins de ces milliers de réfugiés qui sont là, des centaines même, on va dire. Hein, et donc, je crois que la solution, véritablement, il faut affirmer l'autorité de manière à pousser Riek Machar et Salva Kiir à s'asseoir autour d'une table et régler ce conflit définitivement. Et l'Union africaine a une responsabilité là-dessus. L'organe régional IGAD aussi, également. Mais je crois vraiment que c'est un problème africain qui doit être réglé par les Africains. Mahamat Zhang, le Soudan du Sud est aujourd'hui la plus grande crise de réfugiés en Afrique et la troisième au monde après la Syrie et l'Afghanistan. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Triste. Dans un premier temps, c'est la conséquence de cette division du Soudan qui a été très très mal gérée. Ensuite, il y a l'incurie des responsables soudanais, aussi bien Riek Machar que Salva Kiir, qui ne se préoccupent que de conserver le pouvoir et ils ne se soucient pas beaucoup de leurs citoyens. Et enfin, une intervention militaire ne réglerait rien sur le fond s'il n'y a pas une issue politique négociée et imposée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de l'intervention militaire ? Je pense que d'une manière générale, les interventions militaires ont rarement réglé les problèmes. Elles arrivent à stopper, à atténuer, mais la solution doit être absolument et inévitablement politique. Alors, même s'il y a déjà eu des accords, des négociations... Mais tout le problème est là, à partir du moment où les accords ne sont pas respectés, il y a une part de responsabilité énorme du président et de son vice-président Riek Machar et Salva Kiir. Il faudra qu'il y ait une concertation, une négociation beaucoup plus poussée, peut-être sous l'égide de l'Union africaine, épaulée et soutenue par l'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité, mais la solution ne peut être que politique, à mon avis. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.